Dans un petit village niché au cœur de la Provence, où les champs de lavande ondulaient sous un ciel d'azur, Amélie vivait une existence simple, presque invisible. À 25 ans, elle était la fille d'un fermier accablé par les dettes, un homme usé par le travail et les soucis, et d'une mère, Claire, dont la santé fragile semblait s'effilocher comme un vieux tissu. Leur maison, une bâtisse de pierre aux volets écaillés, tenait à peine debout, menacée par les créanciers qui rôdaient comme des vautours. Chaque matin, Amélie se levait avant l'aube, ses mains calleuses s'activant dans les champs ou au marché du village, où elle vendait des légumes pour quelques euros. Malgré la rudesse de sa vie, elle possédait une beauté discrète, des cheveux châtains qui capturaient la lumière du soleil, des yeux noisettes pleins de détermination, et un sourire rare mais sincère. Pourtant, elle se sentait prisonnière, enchaînée à un destin qu'elle n'avait pas choisi. Les villageois la voyaient comme la « petite paysanne », une fille sans ambition, sans avenir au-delà des terres arides de sa famille. Ce matin-là, alors que le soleil perçait à peine la brume, Amélie trayait les chèvres dans la grange lorsque sa mère l'appela d'une voix faible. Claire, alitée depuis des semaines, toussait doucement, son visage pâle encadré par des mèches grises. « Amélie, ma chérie, il faut qu'on parle », murmura-t-elle, ses mains tremblantes serrant une vieille couverture. Amélie s'assit à ses côtés, une boule d'angoisse dans la gorge. Les dettes, elles nous écrasent. Si on ne trouve pas une solution, ils prendront la ferme. Tout ce que ton père et moi avons construit. Sa voix se brisa, et Amélie sentit une colère sourde monter en elle. Pas contre sa mère, mais contre cette vie qui semblait conspirer pour les maintenir à terre. Quelques jours plus tard, un événement inattendu troubla la monotonie du village. Une voiture noire, rutilante, aux vitres teintées, s'arrêta devant l'épicerie locale, attirant les regards curieux des habitants. Un homme en descendit, grand, élégant, vêtu d'un costume sombre qui contrastait avec la simplicité rustique des lieux. Julien Morel, la quarantaine, était un nom que personne ici ne connaissait, mais son allure imposait le respect, presque la crainte. On murmurait qu'il était millionnaire, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe à Paris, à Monaco, et même à l'étranger. Que faisait un homme comme lui dans ce coin perdu? Les spéculations allaient bon train, mais Amélie, occupée à empiler des cagettes de pommes, n'y prêta d'abord aucune attention. Ce fut Sophie, l'amie d'enfance d'Amélie, qui lui parla de Julien pour la première fois. Sophie, serveuse dans le seul café du village, avait toujours été la plus audacieuse des deux. Avec ses cheveux roux coupés courts et son franc-parler, elle semblait appartenir à un autre monde, un monde où l'on osait rêver grand. « Tu l'as vu, cet étranger ?» lança-t-elle en s'appuyant contre le comptoir, un torchon à la main. « On dirait un loup déguisé en agneau. Il a demandé après toi, Amélie. »« Oui, toi. » Amélie éclata de rire, incrédule. « Moi ? Arrête, Sophie, je ne suis personne. » Mais le regard sérieux de son amie la fit taire. « Il a parlé à ton père hier soir. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais fais attention. Les hommes comme lui ne viennent pas ici pour rien. » Le lendemain, Julien se présenta à la ferme, accompagné de l'odeur subtile d'un parfum coûteux et d'une assurance qui semblait tout balayer sur son passage. Il s'adressa directement à Amélie, ses yeux gris la scrutant avec une intensité déconcertante. « Mademoiselle, je vais être direct, » dit-il d'une voix grave, presque mécanique. « Votre famille est au bord de la ruine. Je peux vous sauver, mais il y a un prix. » Amélie, figée, sentit son cœur s'accélérer. Il expliqua son offre, un mariage arrangé. En échange, il paierait toutes les dettes de la famille, offrirait une rente à Claire pour ses soins, et garantirait la survie de la ferme. « Pourquoi moi ?» demanda Amélie, la gorge sèche. Julien esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Disons que vous êtes une opportunité. » Amélie passa la nuit à tourner dans son lit, l'esprit en ébullition. Accepter signifiait abandonner tout espoir d'une vie choisie, d'un amour véritable. Refuser, c'était condamner sa mère et son père à la misère, peut-être à la mort. Claire, malgré sa faiblesse, la supplia d'accepter. « C'est une chance, Amélie. Pas pour toi, mais pour nous tous. » Sophie, en revanche, était furieuse. « C'est une cage dorée, Amélie. Cet homme ne t'aime pas, il veut quelque chose. Tu ne peux pas vendre ta vie comme ça. » Mais Amélie, écrasée par le poids du devoir, signa les papiers que Julien lui présenta.
Une semaine plus tard, elle quittait le village, vêtue d'une robe blanche qu'elle n'avait pas choisie, pour devenir Madame Morel. Et la cérémonie, organisée dans un hôtel particulier à Paris, était un spectacle de luxe et de froideur. Des invités en costume et robes de soirée, des lustres scintillant comme des étoiles, des serveurs glissant entre les tables avec des plateaux d'argent. Amélie, au centre de cette opulence, se sentait étrangère, comme une poupée exposée dans une vitrine. Julien, impeccable dans son smoking, lui adressait à peine la parole, ses sourires réservés aux photographes et aux associés. Les vœux échangés semblaient vides, des mots récités sans âme. Lorsqu'un invité demanda à Julien pourquoi il avait choisi une « fille de la campagne », il répondit avec un rire léger. Parfois, il faut revenir à l'essentiel. Amélie sentit un frisson glacé la parcourir. À la nuit de noces, cependant, brisa quelque chose en elle. Dans la suite nuptiale, décorée de pétales de roses et de chandelles, Julien se tenait près de la fenêtre, un verre de whisky à la main. Lorsqu'Amélie, nerveuse, s'approcha de lui, il se tourna brusquement. « Ne t'approche pas, dit-il d'un ton sec. Ce mariage est une affaire, rien de plus. Tu as une chambre à l'étage. » Humiliée, Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle ravala sa douleur. Elle monta dans la chambre qui lui était assignée, une pièce magnifique mais froide, et s'effondra sur le lit. Pourquoi l'avait-il choisie, s'il ne voulait même pas d'elle? Était-ce une punition, un jeu cruel? Oui, avait-il autre chose, un secret qu'il cachait? Les jours suivants, installée dans l'immense maison parisienne de Julien, Amélie commença à explorer son nouvel environnement. La demeure était un labyrinthe de couloirs, de meubles coûteux et de silences oppressants. Julien passait ses journées dans son bureau ou en déplacement, la laissant seule avec ses pensées. Une après-midi, alors qu'elle rangeait des vêtements dans une armoire, elle trouva une clé ancienne, rouillée, cachée sous une pile de draps. Intriguée, elle chercha ce qu'elle pouvait ouvrir. Après des heures à fouiller discrètement, elle découvrit un tiroir verrouillé dans le bureau de Julien. Le cœur battant, elle inséra la clé, et le tiroir s'ouvrit avec un déclic. À l'intérieur, elle trouva une lettre jaunie, scellée par un cachet de cire. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. Les mots, écrits d'une écriture élégante, étaient adressés à Julien. « Tu ne peux pas fuir ce que tu as fait, Julien. » Élise savait tout, et maintenant, elle est partie. Prends garde, car la vérité te rattrapera. Amélie sentit son sang se glacer. Qui était Élise? Pourquoi cette lettre semblait-elle porter une menace? Et surtout, qu'avait fait Julien? Elle referma le tiroir précipitamment, terrifiée à l'idée qu'il la surprenne. Mais la graine du doute était plantée, et elle savait qu'elle ne pourrait plus vivre dans l'ignorance. Le lendemain, elle tenta de poser des questions à Julien, mais il éluda avec une froideur calculée. « Tu n'as pas à t'occuper de mon passé, dit-il, ses yeux gris la transperçant. Contente-toi de jouer ton rôle. » Ces mots, durs comme une gifle, renforcèrent sa détermination. Elle commença à observer Julien plus attentivement, notant ses absences fréquentes, ses appels téléphoniques pris à voix basse, les regards qu'il lançait lorsqu'il pensait être seul. Une nuit, alors qu'il croyait qu'elle dormait, elle l'entendit murmurer au téléphone, « L'accord tient toujours. » Elle ne sait rien, et elle ne doit jamais savoir. Amélie, cachée dans l'ombre du couloir, sentit une peur nouvelle l'envahir. De quel accord parlait-il? Et qui était cette Élise qui semblait hanter leur mariage? Elle confia ses découvertes à Sophie, qui était venue lui rendre visite à Paris. Sophie, fidèle à son tempérament, insista pour qu'Amélie agisse. « Tu ne peux pas rester avec cet homme, Amélie. Il te manipule. Cette Élise, c'était peut-être quelqu'un comme toi, quelqu'un qui l'a utilisé avant d'eux. » Elle ne termina pas sa phrase, mais le sous-entendu était clair. Amélie, déchirée, savait que confronter Julien pouvait tout détruire, la sécurité de sa famille, la vie qu'elle avait acceptée pour eux. Mais le silence était insupportable. Elle commença à fouiller davantage, à la recherche d'indices sur Élise et sur les secrets de Julien. Une nuit, alors que Julien était en voyage d'affaires, Amélie retourna dans son bureau. Sous une pile de dossiers, elle trouva une vieille photo, glissée dans un livre de comptes. C'était Julien, plus jeune, souriant, aux côtés d'une femme élégante aux cheveux noirs. Au dos de la photo, une inscription, Julien et Élise, 2015. La ressemblance entre Élise et Amélie était troublante.
même très doux, même regard mélancolique. Était-ce une coïncidence, ou Julien l'avait-il choisi pour remplacer cette femme? Le cœur d'Amélie battait à tout rompre. Elle rangea la photo, mais l'image restait gravée dans son esprit. La vérité, quelle qu'elle soit, allait changer sa vie. Et elle savait qu'elle n'était qu'au début d'un mystère bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. La découverte de la photo d'Élise avait planté une graine de doute dans l'esprit d'Amélie, une graine qui germait à chaque instant de silence dans la vaste maison parisienne de Julien. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Amélie oscillait entre la peur de ce qu'elle pourrait découvrir et une curiosité brûlante, presque obsessionnelle, qui la poussait à chercher des réponses. La maison, avec ses hauts plafonds ornés de moulures et ses pièces remplies d'objets coûteux mais impersonnels, semblait lui murmurer des secrets à chaque pas. Elle ne pouvait s'empêcher de revoir le visage d'Élise, si semblable au sien, et les mots de la lettre, « La vérité te rattrapera ». Ces mots résonnaient comme une menace, mais aussi comme un défi. Qui était cette femme? Et pourquoi Julien, cet homme qui l'avait arraché à sa vie simple pour l'enfermer dans une cage dorée, refusait-il de partager la moindre parcelle de son passé? Chaque matin, Amélie se réveillait avec un nœud dans l'estomac. Julien, fidèle à son habitude, quittait la maison tôt, son costume impeccable et son regard distant, laissant derrière lui une odeur de café et de froideur. Il ne lui adressait presque pas la parole, sauf pour des remarques banales sur les repas ou les tâches domestiques, comme si elle n'était qu'une employée dans sa propre maison. Mais Amélie n'était plus la paysanne docile qu'il avait rencontrée au village. La douleur de son rejet lors de la nuit de noces, combinée à la découverte de la lettre et de la photo, avait allumé en elle une étincelle de rébellion. Elle voulait comprendre pourquoi elle était là, pourquoi il l'avait choisie, et surtout, ce qu'il cachait. Un après-midi, alors que la pluie tambourinait contre les grandes fenêtres du salon, Amélie prit son courage à deux mains et retourna dans le bureau de Julien. La pièce, avec ses étagères remplies de livres reliés en cuir et son bureau en acajou, était un sanctuaire qu'il lui avait implicitement interdit. Mais la clé qu'elle avait trouvée dans l'armoire lui donnait un pouvoir, une petite lueur d'espoir dans ce monde d'ombre. Elle ouvrit à nouveau le tiroir où elle avait découvert la lettre, espérant y trouver autre chose. Cette fois, elle tomba sur un carnet noir, usé, fermé par un élastique. Les pages étaient remplies de l'écriture serrée de Julien, des notes cryptiques sur des transactions financières, des noms de lieux Monaco, Genève, Dubaï, à plusieurs reprises, le nom d'Élise, accompagné de dates et de montants en euros. Une phrase en particulier attira son attention, « Élise a payé le prix. Personne d'autre ne doit savoir. » Amélie sentit un frisson glacé parcourir son dos. Était-ce une menace? Une confession? Était-il possible que Julien ait fait du mal à cette femme? Elle referma le carnet, le cœur battant, et le glissa dans la poche de son cardigan. Elle savait qu'elle jouait un jeu dangereux, mais l'ignorance était devenue insupportable. Ce soir-là, lorsque Julien rentra, elle tenta de l'observer plus attentivement. Il semblait nerveux, ses doigts tapotant sur la table pendant le dîner, ses yeux évitant les siens. Lorsqu'elle osa lui poser une question anodine sur son passé, « As-tu déjà vécu à Monaco ?» Il se raidit, son verre de vin suspendu à mi-chemin de ses lèvres. « Pourquoi cette question ?» répondit-il, sa voix tranchante comme une lame. Amélie, intimidée, murmura une excuse, mais son esprit s'emballa. Il savait quelque chose. Il cachait quelque chose. Le lendemain, Sophie arriva à Paris pour une visite surprise. Elle entra dans la maison avec son énergie habituelle, ses boucles rousses rebondissant alors qu'elle serrait Amélie dans ses bras. « Tu as l'air d'un fantôme, ma belle, » dit-elle en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qu'il te fait, cet homme ?» Amélie hésita, puis, incapable de garder le secret plus longtemps, lui montra le carnet. Sophie feuilleta les pages, son visage s'assombrissant à chaque ligne. « C'est grave, Amélie. Ces chiffres, ces noms, ça sent le sale. Et cette Élise, qui est-elle? Sa maîtresse? Une victime? » Amélie secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas, Sophie. Mais j'ai peur. Et s'il me faisait du mal, à moi aussi? » Sophie posa une main ferme sur son épaule. « On va trouver la vérité. Mais tu ne peux pas rester ici à attendre qu'il décide de ton sort. » Sophie proposa un plan audacieux, contacter un journaliste local, un certain Marc, connu pour ses enquêtes sur les scandales financiers.
Si Julien est impliqué dans quelque chose d'illégal, Marc saura quoi faire, assura-t-elle. Amélie, déchirée, accepta à contre-cœur. Elle savait que trahir Julien pouvait détruire tout ce pourquoi elle s'était sacrifié: la sécurité de sa famille, la ferme, la santé de sa mère. Mais la peur et le doute étaient devenus plus lourds que son sens du devoir. Elle photocopia les pages du carnet et les glissa dans une enveloppe, prête à les remettre à Marc. Mais avant qu'elle ne puisse organiser une rencontre, elle remarqua quelque chose d'étrange: une voiture sombre, garée de l'autre côté de la rue, semblait surveiller la maison. Était-ce une coïncidence, ou quelqu'un l'observait? La tension monta d'un cran lorsque Julien rentra plus tôt que prévu ce soir-là. Il entra dans le salon, son manteau encore humide de la pluie, et la fixa avec une intensité qui la fit frissonner. « Tu as fouillé dans mes affaires, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix basse mais menaçante. Amélie sentit son sang se glacer. Comment pouvait-il savoir? Elle nia, mais son tremblement la trahit. Julien s'approcha, son ombre s'étendant sur le mur comme une menace silencieuse. « Je t'ai donné une vie que tu n'aurais jamais eue au village. Ne me rends pas les choses difficiles. » Il tourna les talons et disparut dans son bureau, laissant Amélie paralysée. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle entendit des bruits dans la maison, des pas, un murmure étouffé, le cliquetis d'une porte. Elle se leva, enfila une robe de chambre et descendit l'escalier en silence. Dans le couloir menant au bureau de Julien, elle le vit, penché sur son téléphone, parlant à voix basse. « Non, elle ne sait rien, » murmura-t-il. « Mais il faut accélérer les choses. Si elle trouve quoi que ce soit. » Il s'interrompit, comme s'il avait senti une présence. Amélie se cacha dans l'ombre, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Lorsqu'il raccrocha, elle courut jusqu'à sa chambre, verrouillant la porte derrière elle. Qui était à l'autre bout du fil? Et que voulait-il dire par « accélérer les choses » ? Le lendemain, Amélie décida de confronter Julien. Elle attendit qu'il soit dans le salon, lisant le journal, et s'approcha, le carnet serré contre sa poitrine. « Qui est Élise ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Julien releva lentement les yeux, son visage impassible. Pendant un instant, elle crut qu'il allait exploser de colère, mais il se contenta de soupirer. « Élise était ma première femme, » dit-il enfin, sa voix dépourvue d'émotion. « Elle est morte il y a 10 ans. Un accident. Pourquoi fouilles-tu dans mon passé, Amélie? Tu veux détruire ce que nous avons ?» Elle sentit une vague de confusion. Était-il sincère? Mais la lettre, le carnet, les secrets, tout cela contredisait ses paroles. « Un accident ?» répéta-t-elle, incrédule. Julien se leva, s'approchant d'elle. « Laisse-le passer où il est. Pour ton bien. » Cette conversation ne fit qu'attiser sa détermination. Amélie contacta Marc, le journaliste, et lui donna rendez-vous dans un café discret à Montmartre. Mais alors qu'elle s'apprêtait à sortir avec l'enveloppe contenant les photocopies, elle sentit une présence derrière elle. Un homme, grand, vêtu d'un manteau sombre, l'observait depuis l'autre côté de la rue. Paniquée, elle rentra précipitamment, l'enveloppe toujours dans son sac. Était-ce un hasard, ou Julien la faisait-il suivre? Elle passa la journée à osciller entre la peur et la colère, se demandant si elle avait la force de continuer. Quelques jours plus tard, un événement changea tout. En rangeant le bureau de Julien, une tâche qu'il lui avait confiée pour l'occuper, elle trouva un coffre-fort dissimulé derrière une bibliothèque. La clé qu'elle avait découverte ne fonctionnait pas, mais elle remarqua une série de chiffres griffonnés sur un bout de papier dans un tiroir. Après plusieurs essais, le coffre s'ouvrit, révélant des dossiers épais, des relevés bancaires et une clé USB. Tremblante, elle inséra la clé dans son ordinateur portable. Une vidéo apparut à l'écran, une femme, Élise, le visage pâle, les yeux pleins de terreur, parlait à la caméra. « Si vous regardez ceci, c'est que je suis probablement morte, » disait-elle, sa voix tremblante. Julien n'est pas celui qu'il prétend être. Il est impliqué dans quelque chose de terrible. Ne lui faites pas confiance. La vidéo s'arrêta brusquement, laissant Amélie figée, le souffle coupé. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Julien était rentré. Prise de panique, elle cacha la clé USB dans sa poche et referma le coffre. Mais alors qu'elle quittait le bureau, elle trébucha sur un vase, qui se brisa en 1000 morceaux.
Julien apparut dans l'encadrement de la porte, son regard passant du sol jonché de débris à Amélie. « Qu'est-ce que tu faisais ici ?» demanda-t-il, sa voix dangereusement calme. Amélie bégaya une excuse, mais il s'avança, ramassant un éclat de verre. « Tu ne peux pas t'arrêter, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Dans un accès de rage, il lança le morceau de verre contre le mur, et Amélie recula, terrifiée. Alors qu'il quittait la pièce, Amélie remarqua quelque chose parmi les débris du vase, un petit objet métallique, une autre clé, plus petite, marquée d'un symbole étrange. Elle la ramassa, son esprit s'emballant. Était-ce la clé d'un autre secret? Était-elle sur le point de découvrir quelque chose de plus sombre encore? Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle serra la clé contre elle, déterminée à aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Mais une pensée la hantait, si Julien était capable de faire du mal à Élise, qu'était-il prêt à lui faire, à elle? La clé USB qu'Amélie avait trouvée dans le bureau de Julien pesait lourd dans sa poche, comme un secret trop grand pour être contenu. La vidéo d'Élise, avec ses mots tremblants et son regard hanté, tournait en boucle dans son esprit. Julien n'est pas celui qu'il prétend être. Ne lui faites pas confiance. Ces paroles étaient une bombe à retardement, et Amélie savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Chaque jour passé dans cette maison parisienne, sous le regard glacial de Julien, renforçait sa conviction, elle devait découvrir la vérité, même si cela signifiait détruire tout ce qu'elle avait sacrifié pour protéger sa famille. La petite clé métallique, trouvée parmi les débris du vase brisé, était devenue son nouvel espoir, un indice qu'elle gardait caché dans une boîte à bijoux, attendant le moment où elle oserait l'utiliser. Mais la peur, omniprésente, la suivait comme une ombre. Était-elle surveillée? Julien savait-il qu'elle avait vu la vidéo? Et qui était cet homme en manteau sombre qu'elle avait aperçu près de la maison? Les jours suivants furent un mélange de tension et de dissimulation. Amélie jouait le rôle de l'épouse docile, préparant le dîner, souriant faiblement lorsque Julien lui adressait la parole. Mais derrière ces gestes mécaniques, son esprit bouillonnait. Elle repensait à Sophie, son amie d'enfance, qui l'avait poussée à contacter Marc, le journaliste. Elle avait hésité à lui remettre la clé USB, terrifiée par les conséquences. Et si Julien découvrait sa trahison? Et si l'homme en manteau sombre travaillait pour lui? Pourtant, chaque nuit, lorsqu'elle fermait les yeux, le visage d'Élise apparaissait, un rappel qu'elle ne pouvait ignorer. Elle devait agir, non seulement pour elle-même, mais pour cette femme qu'elle n'avait jamais connue, dont le destin semblait étrangement lié au sien. Un matin, alors que Julien était parti pour un soi-disant voyage d'affaires, Amélie décida de reprendre ses recherches. Elle retourna dans le bureau, le cœur battant, et examina la petite clé métallique. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle ouvrait, mais son instinct lui disait qu'elle était importante. Après avoir fouillé la pièce pendant des heures, elle remarqua une boîte en bois sculpté, cachée derrière une rangée de livres sur une étagère. La clé s'inséra parfaitement dans la serrure, et la boîte s'ouvrit avec un clic discret. À l'intérieur, elle trouva des lettres, des photos et un carnet plus récent que celui qu'elle avait découvert auparavant. Les lettres étaient adressées à Élise, signées par Julien, mais leur ton n'était pas celui d'un amant. Elles étaient remplies de mises en garde: ne parle à personne de ce que tu sais, si tu continues, tu mettras tout le monde en danger. Une photo montrait Élise, pâle et amaigrie, debout devant un hôtel de luxe, le même que celui où Amélie et Julien s'étaient mariés. Était-ce une coïncidence, ou un indice de quelque chose de plus sinistre? Le carnet, quant à lui, était un véritable labyrinthe de chiffres et de noms. Des transactions financières, des sociétés offshore, des références à un projet mystérieux. Un nom revenait sans cesse: Victor Langlois. Amélie ne savait pas qui il était, mais une note manuscrite en marge disait: Victor sait tout. Si Élise parle, il agira. Ce carnet confirmait ce qu'elle redoutait: Julien était impliqué dans quelque chose d'illégal, peut-être criminel. Élise avait découvert son secret, et maintenant, elle était morte. Amélie sentit une vague de nausée l'envahir. Était-elle la prochaine sur la liste? Était-ce pour cela que Julien l'avait choisie, une paysanne sans relation, facile à manipuler, facile à faire disparaître? Elle décida qu'il était temps d'agir. Elle copia le contenu de la clé USB sur son ordinateur, rangea soigneusement la boîte et contacta Marc. Ils se retrouvèrent dans un petit café près de la Seine, loin des regards indiscrets. Marc, un homme d'une trentaine d'années avec des lunettes rondes et un air sérieux,
écouta son histoire avec une attention croissante. Lorsqu'elle lui tendit la clé USB et les photocopies du carnet, ses yeux s'illuminèrent. « C'est énorme, Amélie, murmura-t-il. Si ce que vous dites est vrai, Julien Morel est impliqué dans un réseau de blanchiment d'argent, peut-être pire. Mais vous devez comprendre, publier ça, c'est déclarer la guerre. Êtes-vous prête ?» Amélie hésita, pensant à sa mère, à la ferme, à tout ce qu'elle risquait de perdre. Mais elle hocha la tête. « Je n'ai plus le choix. » Ce soir-là, de retour à la maison, elle trouva Julien dans le salon, un verre de whisky à la main. Il l'attendait. « Où étais-tu » demanda-t-il, sa voix calme mais lourde de sous-entendus. Amélie sentit son pouce accélérer. Elle murmura une excuse vague, mais Julien s'approcha, son regard perçant. « Tu penses que je ne vois pas ce que tu fais » dit-il, un sourire amer aux lèvres. « Tu crois que tu peux fouiller dans ma vie sans que je m'en rende compte ?» Il fit un pas de plus, et Amélie recula, son dos heurtant le mur. « Élise a fait la même erreur » ajouta-t-il, sa voix presque un chuchotement. « Et elle l'a payé cher. » Ces mots confirmèrent ses pires craintes. Elle s'échappa dans sa chambre, verrouillant la porte, et passa la nuit à trembler, la clé USB serrée contre elle. Le lendemain, une découverte bouleversante changea tout. Alors qu'elle rangeait ses affaires, préparant une éventuelle fuite, elle reçut un message anonyme sur son téléphone, « Regarde dans le grenier. » La vérité est là. Intriguée et terrifiée, Amélie grimpa l'escalier étroit menant au grenier de la maison, un endroit où elle n'était jamais entrée. La pièce était sombre, encombrée de vieux meubles et de cartons poussiéreux. En fouillant, elle trouva une boîte métallique, fermée par un cadenas. La petite clé qu'elle avait trouvée dans le vase s'y inséra parfaitement. À l'intérieur, elle découvrit des documents. Accablants, des contrats signés par Julien et ce Victor Langlois, des preuves de transfert d'argent illégaux, et, plus choquant encore, un rapport d'autopsie d'Élise. La cause officielle de sa mort était un « accident de voiture », mais une note manuscrite disait « Victor a tout arrangé ». Amélie comprit alors que Julien n'était pas seul. Quelqu'un d'autre tirait les ficelles, quelqu'un de plus puissant, de plus dangereux. Prise de panique, elle décida de tout révéler. Elle envoya la vidéo d'Élise et les documents à Marc, qui promit de les publier immédiatement. Mais alors qu'elle quittait la maison pour rejoindre Sophie, elle fut interceptée par l'homme en manteau sombre. Il l'attrapa par le bras, son visage masqué par une écharpe. « Tu aurais dû te taire » murmura-t-il avant de la relâcher et de disparaître dans la foule. Tremblante, Amélie courut jusqu'à l'appartement de Sophie, mais ce qu'elle découvrit là-bas fut un coup de poignard. Sophie, nerveuse, avoua qu'elle travaillait pour Victor Langlois. « Je n'avais pas le choix, Amélie » balbutia-t-elle, les larmes aux yeux. « Il m'a payé pour te surveiller, pour m'assurer que tu trouves les documents. Il veut détruire Julien, et tu étais le moyen parfait. » Cette trahison brisa Amélie. Sophie, sa seule alliée, l'avait manipulée depuis le début. Dévastée mais déterminée, Amélie prit une décision radicale. Elle retourna à la maison, rassembla toutes les preuves, la clé USB, les carnets, les lettres et les envoya à plusieurs médias, pas seulement à Marc. Elle savait que cela mettrait sa vie en danger, mais elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre de ses mensonges. Quelques heures plus tard, la vidéo d'Élise fut diffusée sur Internet, accompagnée des documents. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les journaux titraient sur le scandale, et Julien devint la cible d'une enquête criminelle. Lorsqu'il rentra ce soir-là, il trouva la maison vide. Amélie avait laissé une note sur la table, la vérité est sortie. « Tu ne peux plus fuir. » Amélie retourna dans son village en Provence, un sac à dos sur l'épaule, le cœur lourd mais libéré. La ferme était sauvée grâce à l'argent qu'elle avait reçu de Marc en échange des informations, mais elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Sa mère, Claire, l'accueillit avec des larmes de soulagement, mais aussi de tristesse. « Tu as fait ce qu'il fallait, ma chérie » murmura-t-elle. « Mais à quel prix ?» Amélie ne répondit pas. Elle passa ses journées à aider au village, enseignant aux enfants dans une petite école locale, essayant de reconstruire une vie simple, loin des intrigues et des trahisons. Mais le passé ne la laissait pas en paix. Quelques semaines plus tard, elle reçut une enveloppe anonyme contenant une photo d'elle, prise à son insu alors qu'elle travaillait dans les champs. Au dos, un message : « Tu as gagné une bataille, mais la guerre n'est pas finie. »
Amélie sentit un frisson la parcourir. Victor Langlois, ou quelqu'un d'autre, la surveillait toujours. Elle brûla la photo dans le feu de la cheminée, déterminée à ne pas laisser la peur prendre le dessus. Chaque matin, elle se levait avec le soleil, regardant les champs de lavande s'étendre à l'horizon. Elle avait libéré la vérité, mais une question persistait, était-elle vraiment libre? Alors qu'elle marchait dans les champs, un vent léger souleva ses cheveux, et elle murmura à elle-même, « Je ne serai jamais leur marionnette. » Mais au fond d'elle, une petite voix lui rappelait que certains secrets, comme les ombres, ne disparaissent jamais. Complètement.